Et retrouvez maintenant un documentaire animalier. Présenté par Arlène et Manu. Les chauves-souris. Apprendre à connaître les chauves-souris. Les chauves-souris font partie de l'ordre des chiroptères. Ce sont les seuls mammifères à pouvoir vraiment voler. Trop souvent victimes de fausses croyances, les chauves-souris sont jugées et chassées. Pourtant, ce sont des animaux inoffensifs. Les chauves-souris jouent même un rôle très important dans l'équilibre écologique. En effet, environ 70% des chauves-souris du monde sont insectivores. D'autres espèces ont un rôle de pollinisateurs. Alors que certaines sont frugivores et vont disperser des semences un peu partout à travers différents écosystèmes. Elles ont une longévité exceptionnelle compte tenu de leur petite taille. Certaines peuvent vivre plus de 30 ans, comme la petite chauve-souris brune qui peut vivre jusqu'à 39 ans. Anatomie. Comme tout mammifère, l'embryon de chauve-souris se développe à l'intérieur du corps de la femelle. Celle-ci possède des mamelles pour allaiter ses petits. Déjà à la naissance, les jeunes sont pourvus d'une denture lactale, dents de lait, et par la suite, la denture permanente, dents adultes, émerge. Les chauves-souris sont, tout comme nous, dotées de poumons, d'un cœur à 4 chambres et contrairement à certaines croyances, elles possèdent une bonne vision et ce, même si elles utilisent l'écholocation pour leurs déplacements et pour trouver leur nourriture. Chiroptère, le nom scientifique des chauves-souris, signifie littéralement « main à aile ». En effet, il est intéressant de constater que les chauves-souris possèdent les mêmes os dans les membres antérieurs que nous. Il n'y a que la taille et l'arrangement qui diffèrent. Les chauves-souris sont des organismes endothermes, c'est-à-dire qui produisent leur propre chaleur en brûlant des réserves de graisse. Elles sont également capables de faire varier leur température corporelle en fonction du milieu dans lequel elles vivent, on dit alors qu'elles sont des mammifères hétérothermes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les chauves-souris hibernent durant l'hiver. Elles abaissent leur température corporelle près de celle de congélation, soit entre 3°C et 6°C. Les chauves-souris ont une membrane entre les os des pattes antérieures qu'on nomme patagium ou membrane alaire. Celle-ci possède différentes sections et s'étend jusqu'au niveau de la queue formant ainsi l'uropatagium. Le patagium permet d'avoir une plus grande portance en vol et il peut servir de filet pour capturer des insectes. Les oreilles des chauves-souris sont remarquables. Elles sont grandes par rapport à la taille de la tête et des yeux. L'entrée de l'oreille est protégée par un cartilage, qu'on nomme le tragus. La forme, la taille et la couleur de l'oreille et la couleur du tragus sont des critères importants pour identifier les espèces. 3. Différentes formes et tailles d'oreilles chez certaines espèces de chauves-souris. Les chauves-souris peuvent se suspendre la tête en bas sans déployer d'effort, en partie grâce à un tendon spécial. Le poids de l'animal fait en sorte que le tendon referme les griffes sur la surface d'appui. Le système circulatoire des chauves-souris est également muni de veltes qui évitent l'accumulation de sang dans leur tête. Ces animaux nocturnes dorment ainsi enveloppés dans leurs ailes afin de conserver leur énergie. Pour s'envoler, elles n'ont qu'à se laisser tomber. Écholocation. Toutes les chauves-souris utilisent un système de localisation particulier, l'écholocation. Elles émettent des sons très aigus à l'aide de leurs cordes vocales. Ces ultrasons transmis par la gueule pour la majorité des espèces. Sauf Coriorinus townsendii, cette espèce pouvant transmettre ses sons par son museau. Ont une fréquence oscillante entre 8 et 120 kHz. La plupart de ces sons sont imperceptibles pour l'oreille humaine qui perçoit des fréquences de l'ordre de 0,02 à 20 kHz environ. Seules les chauves-souris tachetées 12 kHz, et la chauve-souris cendrée 20 kHz, peuvent émettre des ultrasons de moins de 20 kHz, soit une fréquence perceptible par l'homme. La chauve-souris utilise l'écholocation pour se diriger et chasser ses proies.
elle obtient des informations sur la direction, la distance, la taille et même sur la texture de l'insecte. Les ondes sonores qui sont propagées se répercutent sur les éléments qui les entourent et reviennent vers les chauves-souris qui les perçoivent grâce à leurs oreilles. Le cerveau analyse le retour des ondes et permet aux chauves-souris d'obtenir une image mentale du paysage environnant. Plus un objet est proche et plus l'onde revient rapidement. Chaque espèce a son propre cri. Cependant, chez une même espèce, les sons émis vont varier d'un individu à l'autre selon les activités telles que la sortie du gîte ou les différentes étapes d'alimentation, la recherche, la détection, l'approche et l'attaque de la proie. Les cris varient également selon le type d'habitat et d'environnement dans lesquels les chauves-souris se trouvent. Les biologistes utilisent ces cris, que l'on nomme sonagrammes, pour identifier les espèces de chauves-souris lors d'inventaires acoustiques avec des appareils spécialisés pour enregistrer des ultrasons. Alimentation. Pour toutes les chauves-souris insectivores, elles localisent leur proie par écholocation. Il peut y avoir 2 périodes de chasse en une nuit, la première débute peu après le crépuscule et peut se poursuivre jusqu'à 5 heures après le coucher du soleil. La seconde période a lieu plus tard dans la nuit. Elles sont les principaux prédateurs des insectes volants nocturnes. Une seule petite chauve-souris brune est capable de manger l'équivalent de son poids en insectes, soit environ 600 par heure et ce, en l'espace d'une seule nuit. Elles peuvent capturer des insectes tant au vol qu'au repos et elles cassent généralement, au-dessus des plans d'eau, à la cime des arbres et près des sources lumineuses attirant les insectes. Par conséquent, les chauves-souris jouent un rôle important dans l'écosystème et par la même occasion, elles rendent de grands services écologiques à la société. En effet, parmi les insectes dont elles se nourrissent, certains sont jugés nuisibles pour l'agriculture et la foresterie. Il est facile d'imaginer le nombre colossal de papillons de nuit qui ont été mangés par les chiroptères lors des grandes épidémies de tordeuses du bourgeon de l'épinette. Finalement, avoir des chauves-souris à proximité de sa demeure est une solution efficace et naturelle pour réduire le nombre d'insectes indésirables dans son environnement immédiat sans l'utilisation d'insecticides ou de pesticides. Structure corporelle et mode de vie. Plusieurs aspects concernant la structure corporelle des chauves-souris ont été utilisés pour établir des suppositions sur leur mode de vie et l'utilisation de leur habitat. Bien que les relations ne soient pas parfaites, quelques suppositions raisonnables peuvent être établies en fonction de la taille, de la forme des ailes et des cris d'écholocation distincts de certaines espèces de chauves-souris. Il est préférable d'illustrer ces influences comme relatives plutôt qu'absolues. Les plus grandes chauves-souris doivent voler plus rapidement que les plus petites pour se maintenir en vol et elles ont tendance à faire preuve de moins de manœuvrabilité. Cela signifie que les plus grandes chauves-souris sont plus susceptibles de se nourrir dans les zones dégagées de végétation, telles que les lisières de forêt et les espaces ouverts. La taille des ailes influence également où et comment les espèces de chauves-souris volent. Les chauves-souris ayant des ailes avec de grandes surfaces par rapport à leur taille sont en mesure de voler lentement avec une bonne maniabilité. Cependant, le coût énergétique de leur vol est relativement élevé. En revanche, les chauves-souris ayant des ailes avec de petites surfaces par rapport à leur taille peuvent voler plus vite avec une faible maniabilité. Le coût de leur vol est relativement faible, c'est-à-dire qu'elles peuvent parcourir de longues distances avec peu d'énergie. La forme des ailes est également importante. Les espèces de chauves-souris aux ailes relativement longues et étroites ont tendance à voler vite et droit. En revanche, les ailes courtes et larges permettent à une espèce d'acquérir une plus grande manœuvrabilité. Enfin, il y a l'influence de la structure des cris d'écholocation. Les appels à plus haute fréquence parcourent des distances plus courtes, mais permettent de détecter de plus petits objets et proies. A l'inverse, les appels à plus basse fréquence voyagent plus loin, mais permettent seulement de détecter des proies ou des objets de plus grande taille. En combinant tous ces aspects, les grandes espèces de chauves-souris ont tendance à avoir des ailes longues et étroites avec des surfaces plus petites par rapport à leur taille corporelle en combinaison avec des cris d'écholocation à basse fréquence, tels que la chauve-souris cendrée.
Ces espèces ont tendance à se déplacer dans les espaces ouverts et à se nourrir de gros insectes et ont la capacité de migrer sur de longues distances. A l'inverse, les petites chauves-souris ont tendance à avoir des ailes courtes et larges avec des surfaces plus grandes par rapport à leur taille corporelle en combinaison avec des cris d'écholocation à haute fréquence, par exemple, la chauve-souris de Californie ou les myotis. Elles ont tendance à faire preuve de manœuvrabilité et à voler lentement dans des espaces denses pour attraper de petits insectes. Les migrations s'effectuent généralement sur de courtes distances. Les chauves-souris migratrices. Les espèces dites migratrices de longue distance passent l'hiver plus au sud, mais reviennent sous nos latitudes durant la saison estivale. Certaines chauves-souris argentées ont aussi été observées à migrer en grand nombre. Elles peuvent hiberner, dans des arbres creux, dans des couches de feuilles mortes ou alors rester actives. Durant l'été, les migratrices utilisent les arbres pour s'abriter, mais elles peuvent à l'occasion se retrouver dans nos bâtiments. Jusqu'à présent, aucun cas de syndrome du museau blanc n'a été répertorié chez ces espèces de chauves-souris. Les chauves-souris résidentes. Les espèces dites résidentes passent l'hiver dans ce qu'on appelle un hibernacle, c'est-à-dire qu'elles hibernent dans des mines abandonnées, des grottes naturelles ou encore des crevasses rocheuses. C'est pour cette raison qu'on les appelle aussi chauves-souris cavernicoles. Pendant l'hiver, ces chauves-souris réduisent leur température corporelle autour de 3 à 6 degrés Celsius afin de diminuer les dépenses énergétiques compte tenu de l'absence de nourriture durant cette période. Elles doivent donc trouver des endroits adéquats pour maintenir cette température. Les espèces de chauves-souris résidentes de l'Est du Canada sont touchées par une infection fongique, le syndrome du museau blanc, SMB. Cette infection se développe uniquement l'hiver dans les hibernacles et affecte les chauves-souris en augmentant le nombre de réveils de sorte que celles-ci meurent d'épuisement. Leurs fesses, guano, peuvent être utilisées comme engrais naturel. Chauves-souris en France. Sur les 1411 espèces de chiroptères recensées dans le monde, la France en répertorie 174. Les chauves-souris sont très diversifiées du point de vue morphologique, physiologique, écologique et comportemental. Elles effectuent un vol actif grâce à leurs mains ailées. Surtout nocturnes, elles pratiquent pour la plupart l'écholocation pour se déplacer et chasser, elles émettent des ultrasons et en analysent l'écho. Les roussettes préfèrent utiliser la vue et l'odorat telle la roussette noire, espèce présente à la Réunion, endémique des Mascareignes, considérée comme disparue sur l'île et observée à nouveau depuis 2007. Les chauves-souris ont des régimes alimentaires variés. Les espèces de métropole et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont toutes insectivores alors qu'en zone tropicale, comme en Guyane, des espèces sont insectivores, carnivores, frugivores, nectarivores, piscivores et même hématophages. C'est le cas du vampire commun, petite chauve-souris qui se déplace au sol et se nourrit principalement du sang de bétail. Chauve-souris de France. En France, toutes les espèces sont protégées avec des statuts de protection différents selon les territoires. En métropole, elles font en plus l'objet d'un plan national d'action. De par leur statut de conservation, leur cycle de vie complexe, hibernation, leur dynamique de population lente, un petit par haine, maturité sexuelle tardive, longévité. Et leur phénologie, migration, dispersion, agrégation saisonnière. Les chauves-souris sont sensibles aux menaces, diminution des ressources alimentaires et destruction ou modification de leur habitat. La rénovation des bâtiments pour le plan climat diminuant l'offre en gîte, l'installation d'éoliennes causant une mortalité par collision ou barotraumatisme chez des espèces migratrices, la pollution lumineuse, modifie leurs déplacements et le choix des gîtes. Selon les listes rouges de l'IUCN, 20 espèces de chauves-souris françaises sont confrontées à des risques élevés de disparition. Des espèces jusqu'alors communes affichent des déclins parfois alarmants, observés par les chercheurs du MNHN pour la France métropolitaine, à travers le programme Vigie Chiro.
L'indicateur de l'ONB, réalisé à partir des données Vigishiro, indique que toutes espèces confondues, les chauves-souris de France métropolitaine ont connu une diminution de 38% en 10 ans. Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris aimait un parapluie, aimait un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui. Elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une belle de nuit qui, boulevard Saint-Marcel, le nourrissait de pluie. Puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servi de balancier, un vendeur de cravates le prit comme associé. Puis il se déplia sur une permanente, puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit, une chauve-souris aimait un parapluie. Elle vint chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir où elle mourait d'ennui pendant que le parapluie menait au Père Lachaise une vie de bâton de chaise. Un jour de mauvais temps, un jour de mauvais temps, un brusque coup de vent lui mit les pieds devant. On le laissa pour mort dans quelques caniveaux, on le laissa pour mort avec le bec dans l'eau, avec le bec dans l'eau. En voyant son squelette qui faisait sa toilette parmi les détritus et les denrées foutues, c'est la chance qui me sourit, et voilà la chauve-souris. Je le croyais perdu, le manche est revenu, le manche est revenu. Riant comme une baleine, pleurant comme une madeleine, une chauve-souris aimait un parapluie. Ils allèrent se dire oui dans le grenier de la mairie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Petit guide d'identification des chauves-souris. Pour reconnaître les espèces de chauves-souris réfugiées dans une cave ou dans un grenier. Chauve-souris, grand rhinolophe. Il est courant de découvrir au fond de la cave, ou lors d'une visite dans les combles de la maison, une de ces curieuses bestioles de quelques grammes pendues la tête en bas au mur ou au plafond. Mais laquelle est-ce ? Dans le détail, il est parfois assez difficile, même pour un spécialiste, d'identifier précisément une chauve-souris, car certaines espèces sont très proches, les individus juvéniles de l'une pouvant passer pour des adultes dans une autre. C'est pourquoi cet article vous aidera à connaître les familles de chauves-souris vivant en France, qui sont au nombre de 3, et plus généralement à identifier certaines espèces parmi les plus répandues. Chauve-souris, le grand rhinolophe. La petite bouche est surmontée par un nez composé d'un appendice plat et arrondi en forme de fer à cheval et d'une sorte de petite corne appelée selle.
1. Les rhinolophes, Rhinolophidae. Les représentants de cette famille sont les seuls à émettre leurs cris par le nez et non par la bouche. Conséquence immédiate, ils ont un appendice nasal tourmenté entouré d'une feuille nasale arrondie qui les rend très reconnaissables. Cette configuration ne se retrouve chez aucune autre famille de chauves-souris françaises. Par ailleurs, l'autre trait caractéristique des rhinolophes est qu'ils s'enveloppent plus ou moins dans leurs ailes lorsqu'ils dorment ou qu'ils hivernent. Ce sont des animaux de couleur brun roux foncé, avec un ventre crème ou presque blanc, et des ailes brunes. Leurs oreilles n'ont pas de tragus. On distingue donc chauve-souris, petit rhinolophe, vue dorsale. Le petit rhinolophe, Rhinolophus ipposidro. Le plus petit de tous, son corps mesure 30 à 40 mm. Il est entièrement enveloppé dans ses ailes au repos. Forme caractéristique de petite poire allongée lorsqu'il est accroché à une paroi. D'aspect gracile, les oreilles et les ailes sont gris-brun clair. Le poil est gris clair à la base, le dos gris-brun, et le ventre plutôt gris-blanc. En hibernation, lorsque ses ailes sont repliées, il a le diamètre d'une gosse noix. Chauve-souris, Rhinolophe orial, vue dorsale. Le rhinolophe orial, Rhinolophus orial. Très proche de l'espèce précédente, il s'en distingue par une taille un peu plus grande, son corps mesure à peu près 50 mm. Il a un ventre un peu plus blanc, ainsi que le fond des oreilles rose clair. La feuille nasale est pointue. C'est le seul des trois principaux rhinolophes français qui ne s'enveloppe pas complètement dans ses ailes au repos. Grand rhinolophe, vue de face. Le grand rhinolophe, Rhinolophus ferrumequinum. C'est la plus grande des espèces européennes, son corps mesure de 60 à 70 mm. Il s'enveloppe presque complètement dans ses ailes lorsqu'il est profondément endormi, mais on voit toujours son museau. Ses ailes et ses oreilles sont gris-brun clair, son dos est plutôt gris-brun à roussâtre, son ventre est gris-blanc à jaunâtre. La feuille nasale est arrondie. Ces trois espèces peuvent être observées dans des cavités souterraines, grottes, mines, carrières. Lors d'observations de rhinolophes dans ces milieux, il faut être particulièrement discret car ces animaux sont très sensibles aux dérangements. 2. Les Vespertilionidae, Vespertilionidae, c'est une famille regroupant de nombreux représentants. On distingue dans les Vespertilionidae deux sous-familles bien différenciées par la forme et l'implantation de leurs oreilles, les oreillardes et les barbastelles d'une part, et d'autre part les murins, pipistrelles et sorotines. Oreillards. Les oreillardes et les barbastelles. Leur caractéristique est d'avoir des oreilles qui se touchent presque au milieu du front, et des yeux disposés très haut, à l'intérieur des oreilles. Il est assez facile de les reconnaître. L'oreillard. Un animal gris ou roux, à très grandes oreilles disproportionnées, ils peuvent même les cacher sous leurs ailes, ils possèdent toutes les caractéristiques d'un oreillard, roux ou gris. Pleucotus auritus ou Pleucotus austriacus. L'aspect général est celui d'un hamster auquel on aurait greffé des ailes et des oreilles démesurées. Leur museau de gremlin est aussi caractéristique. Chauve-souris, Barbastella barbastelle, Barbastella barbastellu. Si, au contraire, les oreilles du spécimen observé sont plutôt carrées, petites, et que l'animal est entièrement noir, c'est une barbastelle. Par ailleurs, la barbastelle est un petit animal tandis que les oreillardes sont nettement plus gros. Les oreilles de toutes ces espèces ont en commun d'être pratiquement soudées au milieu du front, et leurs yeux sont à la base des oreilles, voire à l'intérieur comme pour la barbastelle. Il est assez normal que ces espèces se ressemblent toutes puisqu'elles font partie de la même sous-famille, les Vespertilionidae. Avec un L, ne pas confondre avec Vespertilionidae, qui est le nom de leur famille. Les murins. 25 espèces de murins vivent en Europe. Ils se ressemblent tous, à quelques détails près, et sont très difficiles à distinguer les uns des autres. Ils font partie du genre Myotis. Leur museau est lisse et ne possède pas d'appendices nasaux, contrairement aux rhinolophes. Les oreilles ont un tragus,
c'est-à-dire une petite pointe interne, mais ne sont pas collées au milieu du front. Les ailes au repos sont repliées le long du corps, comme des parapluies fermés. Voici deux espèces assez communes. Chauve-souris, murin à moustache. Le murin à moustache, Myotis mystacinus. Il est assez facile à reconnaître. C'est un animal très petit, de la taille du pouce, dont le corps mesure de 35 à 50 mm et pèse 4 à 8 grammes. Il possède un pelage marron sur le dos, blanchâtre à grisâtre sur le ventre. Ses oreilles sont petites, triangulaires, pointues, nettement échancrées à la mi-longueur, avec un tragus long et pointu dépassant l'échancrure. Son museau est noir, ainsi que ses oreilles et ses avant-bras. Le murin à oreilles échancrées, Myotis emarginatus. Ce murin est un animal de 50 à 60 mm de long qui pèse entre 7 et 15 grammes. Son pelage est d'aspect laineux et ébouriffé, roux sur le dos, et gris jaunâtre sur le ventre. Son museau est marron, ses oreilles sont gris-brun foncé. Les ailes sont relativement larges. Comme les autres espèces de murins, il a les ailes complètement repliées comme un parapluie et refermées lorsqu'il se repose. Son pelage caractéristique permet de le reconnaître, les poils sont souvent collés les uns aux autres, comme des pointes de pinceau mouillé. Attention, ses oreilles sont certainement moins caractéristiques que ce que semble indiquer son nom. En effet, tous les vespertilions ont les oreilles échancrées. Chauve-souris grand murin Myotomyoti. Le grand murin, Myotis myoti, est un animal assez gros, dont le corps de 10 à 14 cm pèse entre 21 et 42 g. Ses ailes sont repliées en parapluie sur le côté. Le pelage est brun clair sur le dos et gris clair sur le ventre. Les oreilles pointues sont assez grandes, de couleur sombre et dépassent le crâne. Le museau est épaté. Cette espèce vit dans les bois situés à proximité de grands édifices ou de grottes qui lui permettent de s'abriter. Pour hiberner, il peut utiliser des caves relativement chaudes, des combles ou des grottes qui abritent des colonies de femelles et leurs petits, ou des arbres creux dans lesquels se réfugient les mâles solitaires. Autres espèces de vespertilionidae. Pipistrelle. La pipistrelle, Pipistrellus, est aussi un tout petit animal de 35 à 50 mm de long, qui pèse 4 à 8 grammes, à peine et gros comme le pouce. C'est la plus petite espèce d'Europe. Son museau est pointu comme celui d'un petit chien. Son pelage est brun roux sur le dos, brun jaunâtre à gris brun sur le ventre. La base des poils est foncée à brun noir. Ses oreilles, son museau et le patagium sont brun noir. Les ailes sont étroites et petites, adaptées au vol papillonnant entre les feuilles des arbres. Ses pattes et sa queue sont dépourvues de poils. Ses oreilles sont courtes, triangulaires, avec l'extrémité arrondie. La pipistrelle est une espèce anthropophile, qui vit principalement dans les villages et dans les grandes villes, mais elle est aussi présente dans les parcs, les jardins, les bois, les forêts. On la trouve en plaine et en montagne jusqu'à 2000 monsieur. Chauve-souris, sérotine, Heptocyclus serotinu. La sérotine commune, Heptocyclus serotinu. Comme la pipistrelle, c'est un animal au museau pointu comme celui d'un petit chien. Par contre, c'est un animal bien plus massif puisque son corps mesure 60 à 80 mm et pèse 20 grammes. Les ailes sont repliées sur le côté du corps. Les oreilles sont courtes, noires et écartées. Le museau, les oreilles et les ailes sont noires tandis que le pelage est brun roux. C'est une espèce anthropophile de plaine qui vit dans les villes et en les villages. 3. Les Miniopteridae. Chauve-souris, Minioptère, Miniotruche rabersii. Le minioptère, Minioptruche rabersii, est le seul représentant en Europe de cette famille, qui est parfois confondu avec la famille des Vespertilionidae. Cet animal a l'aspect d'une petite pelote grise au museau très court et au front bombé. Son corps mesure 50 à 60 mm et pèse 9 à 16 grammes. Les oreilles triangulaires sont courtes et dirigées vers les côtés, elles ne dépassent donc pas le haut de la tête.
Celle-ci a un pelage dru et court qui atteint l'arrière du nez. Le dos est brun grisâtre, parfois assez foncé. Le dessous est d'un gris légèrement plus clair. Il a des ailes longues et étroites. Dans les cavités où il est présent, il forme des rassemblements très importants pouvant compter 1700 à 2000 individus au M2. En résumé, un animal avec un nez bizarre et des ailes enveloppantes ne peut être qu'un rhinolophe. Un animal avec de très grandes oreilles qui se rejoignent sur le front est un oreillard ou une barbastelle. Les Vespertilionidae ont les ailes repliées en parapluie et des oreilles dépassant le haut du crâne, murins, pipistrelles, sérotines. Le seul représentant des Myliopteridae est assez facile à reconnaître avec son museau arrondi et ses petites oreilles écartées vers l'extérieur. Quelques définitions. Le patagium, c'est la peau tendue entre les doigts, formant la membrane de l'aile. Le trabus, c'est la petite pointe à l'intérieur de l'oreille. Nous aussi, nous en avons un. La selle, c'est l'extrémité supérieure de l'appendice nasal. Fort heureusement, nous n'en avons pas. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.